Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Michel Martin. Je suis née à Waterloo le 15 janvier 1960. À 6 ans, j'ai perdu mon père et il est mort dans un accident de voiture. Il me conduisait à l'école, j'étais assise à l'arrière. Puis je ne me souviens plus rien et j'ai eu un traumatisme crânien. À la maison, j'ai dormi dans le même lit avec ma mère. Et j'ai pas eu beaucoup d'amis. Les autres me faisaient un peu peur, surtout les garçons. Oui, donc, bon voilà, déjà tout de suite on découvre que sa relation avec sa mère, c'est une mère qui va la surprotéger. Donc le père est mort, dans la même voiture, enfin, etc. Et donc déjà là, ça va la marquer, disons presque définitivement. Et donc elle va être dans le même lit que sa mère, etc. Donc on sent que là, elle va être bien étouffée. Même, enfin, à l'école, ça allait. Hein, donc, bon, elle a une école, elle était sérieuse, quoi. C'est une fille sérieuse et qui ne faisait pas remarquer. Et donc, elle a fait des études à l'école normale de Nivelles. Elle double une année. Et ça va être, pour moi, ça va être très important. Et parce qu'elle a beaucoup maigri à un moment. Et donc, dans une célèbre étude d'Anna Freud, elle dit que les filles, c'est sous les filles qui sont anorexiques, bon, il y a beaucoup de cas célèbres, comme la fille de Jacques Chirac, qui en est morte, une des filles de Jacques Chirac, elle imagine symboliquement qu'elle a le pénis du père dans la gorge, ce qui fait qu'elle ne sait pas avaler. Voilà, donc cette relation du père absent, mère qui couve, l'anorexie, ça, pour moi, c'est vraiment Michel Martin, psychologiquement, pour essayer de la comprendre, pour moi, ça va être la base. Ce qui n'empêche qu'elle obtient son diplôme d'institutrice à l'âge de 21 ans. Et oui, après donc mes études, j'ai fait quelques intérims dans différentes écoles. Oui, après, tu as commencé à travailler un peu, c'est ça, hein? Oui. Vous entendez bien quand elle parle ou c'est un peu... Oui, vous entendez? Mais sauf que je ne me sentais pas prête pour affronter une classe pour longueur d'année. Et vous ne sortiez pas? Non. Je restais à la maison avec ma mère. Je faisais les courses. Le soir, on regardait la télé. Starsky Hutch, Delas, Champs-Élysées, les émissions de variété. On a joué au Scrabble. Je la laissais parfois gagner. Vous aimiez quand même aller à la patinoire? Oui, parfois j'allais à Liège. Et à Forêt? Oui. Et c'est là que j'ai rencontré lui. Marc Dutour? Oui, c'est lui qui est venu vers moi et il m'a commencé à parler. Je l'ai trouvé beau. Il ressemblait à Patrick Douer. J'aimais beaucoup le film Les Valseuses. Il était sympa et avenant. Donc là, il faut comprendre, donc, sa mère, enfin, la grande peur de sa mère, et ça on le lit, c'est qu'elle fasse des mauvaises rencontres. Et donc le premier homme, je dis bien le premier homme qu'elle rencontre, c'est Marc Dutroux. Donc pas de chance. Vraiment. Et ce premier homme, ça va devenir tout pour elle. Hein. Le premier, souvenez-vous de votre première histoire d'amour. Alors que
Jung en parle très bien, il dit souvent, bon, bah, on danse avec une petite blonde, c'est la première, et tu parles, elle dit rien, et tu dis, ah, elle est géniale. En fait, elle n'a rien dit. En fait, c'était une stupide blonde de Huckle. Et tu es dedans, et je suppose que pour les filles, c'est la même chose. Et on voit parfois des couples, on se demande comment ça tient, quoi. On se dit de dehors, on se dit, ils n'ont rien en commun. Eh bien, si, tout d'un coup, ça va se faire un couple. Un couple, ça va être quelque chose qui échappe aux règles de la nature. C'est presque mystique, c'est magique. Donc ça va avoir sa propre logique, ses propres fondaments. Parce qu'on ne voit pas ce qu'elle fait avec un mec pareil au départ. Donc, et bien si. Et il faut aussi comprendre une mère qu'elle n'a jamais quittée. Donc l'emprise de la mère, elle part du lit avec la mère, elle a 21 ans, hein, et elle va à la patinoire et elle rencontre Marc Dutroux. Donc pour lui, ça va être simple. Cet été-là, j'ai réussi à avoir ma propre chambre, mais quand ma mère était déprimée, elle est toujours revenue dormir avec moi. Vous avez eu tout de suite des relations sexuelles avec Marc Dutroux? Non. Tout d'abord, il m'a donné rendez-vous au cinéma, l'Aventure, là à Bruxelles. Et c'était le film Les Charlots en vacances. Et c'est là qu'il m'a embrassé la première fois. Et puis il m'a donné son numéro de téléphone. Et il t'a rappelé? Non, c'est moi qui l'ai rappelé. Et il m'a donné... bon, il est venu chez moi et là, nous sommes partis chez lui à Marcinelle. Il vous a dit son métier? Oui, qu'il vendait des voitures d'occasion. Regardez là, pas facile pour un Marc Dutroux. Elle a dû complètement être sous son charme totalement et voilà. Moi je crois que l'histoire démarre comme ça. C'était l'amour entre nous. Moi j'étais très amoureuse et oui, je me suis donnée à lui. Il était très doux et il m'a proposé de sortir avec lui pour de bon. Et j'ai accepté. Et votre mère? Elle était dans tous ses états. Elle voulait m'interdire de sortir. Mais moi j'étais majeure. La même nuit, je me suis enfuie de chez moi avec une seule valise. Et j'ai pris le premier train et j'ai parti à Marcinelle. Mais à ce temps-là, il était encore marié, avec 2 enfants. Ça, je ne savais pas. Je l'ai appris plus tard. Et j'ai accepté. Donc, bon, là vous comprenez, en fait, c'était une espèce de Marc Dutroux, une espèce de bout de sauvetage. Il l'a révélé à sa sexualité aussi. Mais souvenez-vous de votre première expérience sexuelle, c'est un truc comme... Voilà, surtout après avoir été tellement réprimé. Et donc voilà, il va la faire découvrir son corps. Donc, il faut aussi bien se mettre enfin, comprendre l'état dans lequel elle a pu être. Donc c'est aussi l'ouverture vers la vie. Marc Dutroux était aussi représenté tout d'un coup pour une espèce de libérateur, une espèce de Che Guevara. C'était son Che Guevara à elle. Puis, très vite, Dutroux te propose des ébats à toi, avec une femme qu'il t'a amenée. Tu étais même d'accord pour être filmé? J'avais pas beaucoup d'expérience. C'est Marc qui... Bon, je pensais que c'est normal dans un couple d'avoir des expériences diverses, des relations diverses. Là encore une fois, donc il la prend par les mains, il lui fait découvrir d'autres plaisirs. Donc voilà, pour elle, c'était normal, si vous voulez. Sa première expérience, eh bien voilà, aucune éducation sexuelle évidemment, donc voilà, il l'emmène vers d'autres
vers d'autres plaisirs, disons. Et elle les suit là-dedans parce qu'il était devenu petit à petit pour elle comme un espèce de Dieu. Un Dieu, et ça on y reviendra plus tard, auquel elle va obéir. Parce que c'est le procès de l'obéissance aveugle, en fait. On y reviendra. Et elle va avoir, 9 mois plus tard, elle va avoir un petit garçon. Elle va être enceinte d'un petit garçon. Et d'ailleurs, Dutroux va divorcer de sa première femme. Donc c'est que ça se normalisait aussi, si vous voulez, au niveau même juridique. Donc tout semblait, pour elle, sans doute, aller dans le bon sens. C'est presque un conte de fées. Le couple idéal se forme. Mais, en 85, vous aidez, Marc Dutroux pour rameuter des filles et fillettes en Marcinelle. Il les viole, il les filme, une a 11 ans, une autre 14 ans, une autre 16 ans. Et vous êtes complice et vous participez à ces partouches entre adultes et mineurs, bien sûr, non consentantes. C'est vous-même qui mettez le drogue Haldol dans le verre de Janska Mashkova. Elle n'avait que 11 ans. Cela, vous l'avez avoué, j'ai ici le procès verbal. Il les a ramenés avec un copain à lui. Et, c'est vrai que j'aimais regarder. C'est moi qui ai tout filmé. Mais en même temps, c'était comme une folie. C'était une escalade sexuelle. C'est pas que je voulais vraiment le faire, mais j'ai obéissé à Marc. Et, Elle obéissait. il Ça m'a va être obligé. le mot-clé. Il m'a obligé parfois à faire des choses que je ne voulais pas. Il faut dire là qu'elle s'est trouvée en face d'un manipulateur pervers parfait. Et nous savons tous ce que c'est que le manipulateur pervers. Donc c'est les grands patrons, c'est les grands chefs d'État. Oui, ils n'ont pas d'âme, c'est des gens sans âme. C'est des gens, je reviens pas enfin à Lacan, qui dit que le pervers, c'est un petit garçon en général, un peu masculin, qui, quand il a compris que sa mère n'avait pas de pénis, donc elle n'était pas l'objet privilégié, alors que pour lui, ça a été, la mère est toujours la forme la plus importante. Il sort de la mère, ses premières sensations amoureuses et sexuelles, c'est sa mère, et tout d'un coup, il va décrire qu'elle n'a pas, comme dit Freud, das Ding, elle n'a pas la chose. Donc, elle n'est pas le plus important. C'est toujours dans l'inconscient, évidemment. Et donc, il se dit, il n'arrive pas à gérer ça, d'autres arrivent à le gérer. Bon, bah la mère, c'est là, vraiment... Il n'arrive pas, il se dit donc, inconsciemment, on ne va plus m'avoir. On ne va plus jamais me tromper, je vais tout contrôler. Et nous sommes gérés par des contrôleurs. Il y a des gens qui contrôlent le monde, et voilà, on va faire une usine, on va mettre des gens dedans, on va les faire souffrir, on va les payer le moins cher possible, et quand on n'a plus besoin d'eux, on va les foutre à la porte. Et tout va très bien, et ils jouissent de ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui jouissent, et c'est les plus forts. Les sentimentaux n'ont aucune chance d'y arriver dans ce monde. C'est un monde de pervers, c'est un monde pour pervers. Et dans les relations de couple, vous en connaissez tous, je suis sûr, autour de vous, où des hommes et des femmes sont gérés par des pervers sexuels et des acharneurs, ils vont courir après, ils ne vont jamais les lâcher. On a tous des exemples en tête. Et là, elle est tombée, elle a trouvé le pompon. C'est le chef des pervers sexuels, Marc Dutroux, sur lequel elle tombe, et que, évidemment, vu son passé, va être une proie d'une facilité terrible. Je me suis habituée à vivre avec lui. J'avais peur de le perdre.
j'étais plus moi-même et je l'aimais. Ce n'est pas encore fini. Je continue. Après une séquestration de quelques heures pouvant aller jusqu'aux quelques jours, il relâche les filles dans la nature. Heureusement, une des filles porte plainte. Et vous? Vous êtes arrêté et incarcéré en février 86. Vous faites 3 mois de préventif. Oui, j'ai perdu un enfant en prison. Je poursuis. Le 16 novembre, vous épousez Marc Dutroux en prison. Parce que je l'aimais et c'était le père de mon fils. Et puis, quand il est sorti de préventif, on a recommencé à vivre comme un couple normal. Il a travaillé dans son garage et moi je m'occupais de mon enfant. Le 26 avril 89. Devant la cour d'appel, vous êtes condamné pour la séquestration de mineurs de moins de 16 ans et de viol. Dutroux écope de 13 ans et demi d'emprisonnement et vous de 5 ans. Vous êtes mis en liberté conditionnelle en 91 et Dutroux en avril 92. Et puis là, 9 mois après sa sortie, j'ai accouché mon deuxième enfant, Andy. On faisait tout le temps l'amour avec Marc. C'était très difficile de le satisfaire. C'était pour cela qu'il faudrait des autres filles. Oui. La prison l'a fortement changé. Je pense qu'il a dû être violé là-bas. Je ne sais pas, elle m'en a jamais parlé. Vous avez remis ça de plus belle. Cette fois avec des acolytes comme Weinstein et le lièvre. Et surtout, cela devenait une affaire juteuse avec des clients payants. Comme Michel Nioul et des autres. Oui, à Marcinelle, on avait beaucoup de monde. Mais en ce moment-là, on avait acheté une maison à Sarre-la-Goussière. Et oui, la maison à Marcinelle servait pour les activités. Et moi, je restais plus à Sarre-la-Goussière avec mes enfants. Avec les 2 enfants, donc elle était... en fait, elle s'occupait de ses enfants d'une façon assez normale. Et petit à petit, elle abandonnait le reste des activités à Marc Dutroux. C'est bien ça, hein? Donc elle s'occupait comme une femme normale de ses 2 enfants. Oh, tout allait très bien. Julie et Melissa sont enlevés le 24 juin 95 à Grazologne. Julie a 8 ans et demi, Melissa 9 ans. Elle évolue de plus en plus jeune. Et ça ne vous dérangeait pas? Ces fillettes étaient torturées, des cigarettes, éteintes sur leur partie génitale, menaces de mort. Tout le pays était à leur recherche. Et c'est vous qui conduisez la camionnette et vous participez au viol. Je ne me rendais pas compte. C'était comme si on partait à la chasse, comme des animaux, dans la jungle à la recherche de proie. Et puis, les filles, elles ne devaient pas mourir. On avait fait plein de stocks de Haldol, de Rohypnol pour les endormir. Oui, les clients, plein de clients, on faisait des fêtes. C'était
des bacchanales, des messes noires si vous voulez. Tout ça avait pris cette tournure petit à petit. Et finalement, Dutroux a été arrêté pour trafic de plaques automobiles et a écopé de 6 mois de prison de décembre 95 à mars 96. Julie et Mélissa étaient toujours enfermés dans la cave de Marcinelle. Une cave que vous avez aidé à aménager pour vos futures victimes. C'est Marc Weinstein qui l'a construite. Et moi, oui, je l'avais peinte et aménagé l'intérieur. Une banquette pour dormir et puis une bassine pour se laver. Des petites choses. Vous étiez quand même censé de les nourrir pendant son incarcération. Weinstein était aussi responsable de ça. Moi, je retournais chez ma mère avec mes 2 enfants à Waterloo. Et je venais le moins possible à Marcinelle. Vous les avez laissés mourir de faim et surtout de soif. Weinstein m'avait dit qu'il y avait assez de réserves dans le cave. Et moi, je ne voulais plus m'en mêler. Je ne voulais rien avoir à faire avec tout ça. Vous veniez tous les 2 jours pour nourrir les chiens. Les chiens, oui. Mais vous saviez qu'elles étaient là-bas. Comme Marc était encore là, je leur cuisinais, je leur donnais à manger, je lavais leur linge, j'ai apporté les jouets de mes enfants. Elles sont mortes de soif. On a dans le dossier du nutritionniste le fait que les enfants, pendant cette période, avaient besoin d'au moins de 154 litres d'eau. Dans les réserves, dans les caves, il n'y avait que 45 litres. Alors, quand Dutroux sort de prison, les enfants sont morts. Ils sont morts après le 20 mars. Je crois que là, on arrive à un moment où peut-être Madame Martin, il serait peut-être temps de dire exactement au jury ce qui s'est vraiment passé. Comment vous l'avez vécu? On n'a pas entendu ça. C'est un déni un vrai déni de culpabilité. Et c'est vrai que quelque part, cette vérité-là, elle ne peut pas la supporter. Elle ne peut pas la vivre. Vous êtes là-bas pour le défendre, monsieur l'avocat. Oui, oui, mais ça m'a échappé. Mais alors, je répète, Madame Martin, dites-nous vraiment comment ça s'est passé. Mais Et que tout le monde l'entende aussi. j'ai pas osé. J'ai pas osé descendre dans la cave. J'ai une question. Et pourquoi, si c'était vos enfants, vous l'aurez fait, vous les aurez laissés à la cave comme ça sur le... J'ai pas d'autres enfants, les 2 filles, c'était... Moi, c'était... J'ai pas réalisé que c'est vraiment les enfants. Elle avait d'un côté ses enfants à elle, et le reste c'était l'affaire du trou. disait qu'il partait à la chasse, comme une sorte de proie, quoi. C'était comme le jour. J'ai réalisé que c'est quelque chose de grave qui se passe, mais j'ai pas pensé de la vie de ces 2 petites filles. Mais dites-nous pourquoi vous n'avez pas osé descendre dans la cave. Qu'est-ce qui vous empêchait?
Mais simplement parce qu'il faisait noir dans la cave. Elle criait pas, ces filles-là, que je comprends pas. Oui, Continue ton histoire. j'ai entendu le bruit et les cris d'enfants. Ouais. Et il y avait des rats aussi dans le cave. Et donc j'ai eu peur. Et je me suis dit, c'est mieux que de boucher mes oreilles et attendre. Et puis les bruits se sont tus et voilà. Les angoisses ont disparu. Et au fond, parfois, il faut juste être patient d'attendre. Attendre et attendre. C'est quand même avec une certaine impatience que vous l'avez attendu à sa sortie du prison à Sarre-la-Buissière, où vous êtes venu vous réinstaller. Et Marc Dutroux, elle a attendu Marc Dutroux. Oui, il a entendu. Et à son arrivée, vous faites tout de suite l'amour sur une chaise. Et vous l'avez filmé. Mais vous ne dites rien pour les filles. Ce n'est que le lendemain qu'il va découvrir leur corps à Marcinelle. Et il revient vers vous. Il était fâché? Oui, il était furieux. Et il me bat. Et moi, je l'explique que moi, j'ai pas pu. Que tu lui en donneras des autres, c'est ça. Il a ramené les corps dans un grand sac de patates en jute à Sarre. Et il a fait creuser à Van Stein un trou de 4 mètres profondeur pour mettre les corps. Et moi, je pouvais voir tout de ma cuisine. Elles étaient blanches comme les anges. Et les affaires ont tout de suite repris. Annie, heeft je à la côte belge? Sabine?